Agissez. Ne vous précipitez pas si cela n'est pas nécessaire, mais ne perdez pas beaucoup de temps. Voici le moment d'agir. Quand l'idée est brûlante et l'émotion forte, c'est le moment d'agir. Vous voyez, Monsieur Ron, j'aimerais avoir une bibliothèque comme la vôtre. Voyez si vous vous sentez fort à ce sujet. Ce que vous devez faire, c'est acheter le premier livre, puis le deuxième avant que le sentiment ne disparaisse et avant que l'idée ne s'obscurcisse. Action, action immédiate. Action immédiate dans les plus brefs délais. Parce que si vous ne le faites pas, voici ce qui se passe. Nous appelons cela la loi de l'intention décroissante. Nous avons l'intention de le faire lorsque l'idée nous vient, nous avons l'intention de le faire lorsque l'émotion est forte. Mais maintenant, si vous ne traduisez pas cela en action assez rapidement, l'intention commence à diminuer, 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 et dans un mois, il fait froid. L'année à partir de maintenant est introuvable. Alors agissez. Instaurez une discipline lorsque les émotions sont fortes et que l'idée est forte, claire et puissante. C'est le moment de mettre en place la discipline. Quelqu'un parle de bonne santé et vous êtes ému et vous dites « C'est vrai, j'ai besoin d'un livre sur la nutrition ». Procurez-vous le livre avant que l'idée ne passe et avant que l'émotion ne se refroidisse, optez pour le livre. Démarrez la bibliothèque, démarrez le processus, tombez par terre, faites quelques pompes. Action. Je dois agir. Sinon, la sagesse est gaspillée. Sinon, l'émotion disparaît rapidement à moins que vous ne la mettiez dans une activité disciplinée. Capturez-le. Les disciplines s'appellent « Comment capturer l'émotion » et « Comment capturer la sagesse » et la traduire en discipline d'équité. Maintenant, voici ce qui est important concernant les disciplines. Toutes les disciplines s'influencent mutuellement. En fait, voici une bonne phrase philosophique. Tout affecte tout le reste. Rien n'est autonome. Ne soyez pas naïf en disant que cela n'a pas d'importance. Je te le dis, tout compte. Il y a certaines choses qui comptent plus que d'autres, mais il n'y a rien qui n'a pas d'importance. D'accord ? Nous plaignons tous l'homme qui dit « Eh bien, c'est le seul endroit où j'ai laissé tomber. Ce n'est pas une vraie clé à retenir. Chaque déception affecte le reste de votre performance. Chaque déception affecte le reste. Cela fait partie du processus éducatif sur le développement personnel. Si vous ne faites pas le tour du pâté de maison, vous ne mangerez probablement pas la pomme par jour. Si vous ne faites pas la pomme par jour, vous ne réussirez probablement pas, vous savez, à commencer à construire votre bibliothèque. Si vous ne construisez pas votre bibliothèque, vous ne tiendrez probablement pas de journal et vous ne prendrez pas de photos. Et puis tu ne feras pas ça. Vous ne ferez pas de choses sages avec votre argent. Vous ne ferez pas de choses sages avec votre temps. Vous ne ferez pas de choses sages avec vos possibilités et vos relations. Et la première chose, vous savez, 6 ans de cela se sont accumulés et nous disons que c'est le cas. Foiré. La clé pour inverser ce processus maintenant est donc de commencer à reprendre ces disciplines. Maintenant, voici le côté positif. Chaque nouvelle discipline affecte le reste de vos disciplines. Chaque nouveau affecte le reste. C'est pourquoi l'action est si importante. La moindre action, la plus petite action. Prends-le. Parce que lorsque vous commencez à accomplir et que la valeur commence à revenir de cet accident, cela vous incitera à faire le suivant et le suivant après le suivant. Vous commencez à faire le tour du pâté de maison. Cela vous incitera à acheter une pomme. Obtenez une pomme. Cela vous incitera à vous procurer un livre. Obtenez un livre. Cela vous incitera à vous procurer un journal. Obtenez un journal. Cela vous incitera à grandir. Développez certaines compétences. Toutes les disciplines s'influencent mutuellement. Chaque manque affecte le reste. Chaque nouveauté affecte le reste. La clé est de diminuer le manque et de créer du nouveau, et vous avez commencé un tout nouveau processus de vie clé. Encore une réflexion sur la discipline. Voici la plus grande valeur de la discipline, de l'estime de soi et de l'estime de soi. De nos jours, les gens enseignent l'estime de soi, mais ils ne la relient pas aux disciplines. Le moindre manque de discipline, et cela commence à éroder notre psychisme. L'une des plus grandes tentations est de simplement relâcher un peu la pression. Droite. Le moindre manque de faire de son mieux commence à éroder le psychisme.
Au lieu de faire de votre mieux, faites juste un peu moins que votre mieux. Effectivement, vous dites « Eh bien, ça va juste affecter mes ventes. » Non, ça va affecter votre conscience. Cela va affecter votre philosophie. Maintenant, vous avez commencé, d'une manière ou d'une autre, à modifier votre propre philosophie. Voici le problème avec le moins de négligence. La négligence commence comme une infection, et si vous n'en prenez pas soin, elle devient une maladie. Et une négligence en entraîne une autre. Et le pire de tout, lorsque la négligence commence, cela diminue notre estime de soi, notre confiance en soi, notre valeur personnelle. Vous dites, eh bien, comment puis-je retrouver mon estime de soi? Je dis que tu n'es pas obligé d'aller à 29 cours. Tout. Ce que vous avez à faire est de commencer la plus petite discipline qui correspond désormais à votre propre philosophie comme je devrais, je pourrais et je le ferai. Je ne laisserai plus la négligence s'accumuler sur moi et me retrouverai dans 6 ans, désolé, à donner une excuse au lieu de célébrer mes progrès. C'est la clé de la discipline. D'accord, impliquons les enfants dans la moindre des disciplines. Un de plus, puis un de plus, puis un autre, et puis encore un autre. Et la première chose que vous savez, c'est que vous commencez à tisser la tapisserie d'une vie disciplinée dans laquelle vous pouvez verser plus de sagesse. Et plus d'attitude et de sentiments plus forts, plus de foi et plus de courage. Maintenant, vous avez quelque chose, un récipient dans lequel le mettre, et maintenant les capitaux propres commencent à affluer et le rendement est rapide. Je vous le dis, si vous démarrez ce processus, le retour anticipé vous rendra tellement excité. Vous vous engagerez dans cette stratégie pour le reste de votre vie. Vous ne reviendrez jamais aux anciennes méthodes. Rejoignez une nouvelle foule. Rejoignez un nouveau groupe. Les disciplines pour le faire. Agissez. J'ai recommandé la dernière fois que j'étais ici, le petit livre « L'homme le plus riche de Babylone » et j'ai donné des conférences à plus de 3 millions de personnes au cours des 33 dernières années et j'ai recommandé ce petit livre à presque toutes. Je pense. Devinez combien sont réellement allés chercher ce petit livre? Répondre? Très peu. Ma meilleure estimation est de 10%. C'est une chose tellement simple à faire. Lors de ce dernier séminaire, j'ai suggéré ce petit livre. Le numéro 1 est facile à trouver. Deuxièmement, c'est facile à acheter. Le maximum que vous puissiez payer pour cela, 6, 7, 8 $. Vous pouvez l'emprunter à vos enfants. Et numéro 3, c'est facile à lire. C'est sous forme d'histoire. C'est pourquoi je l'utilise pour les adolescents, leur apprenant à devenir riches à 40 ou 35 ans. Si vous êtes très brillant, beaucoup plus tôt si vous trouvez une opportunité unique. Mais s'il est facile à trouver et à acheter, et s'il est facile à lire, pourquoi tout le monde n'irait-il pas le chercher? Nous ne le savons pas. Que sais-tu? Vous ne savez pas. Je ne sais pas. Personne ne le sait. Voici à quel point c'est profond. Certains le font et d'autres non. Maintenant, voici les chiffres. Environ 10% le font, 90% ne le font pas ou ne le feront pas. Et nous n'en connaissons pas le mystère. Et je vous le dis, dans 10 ans, ces chiffres seront toujours les mêmes. 10%, enfin 80% ne le feront pas. Les chiffres ne changent pas. Seuls les visages changent. Vous regardez l'un des visages dont j'appartenais aux 90% qui ne pouvaient pas être dérangés même si c'était facile. Devinez combien de personnes possèdent une carte de bibliothèque? Sagesse du monde disponible. Transformez votre vie dans la valeur que vous souhaitez. Au fait, combien coûte une carte de bibliothèque au Texas? Gratuit. Voici quoi. La gratuité est facile. Je veux dire, ça ne peut pas être plus simple que gratuit. Quelqu'un dit, « Eh bien, voudriez-vous l'apporter » Eh bien non, au moins tu dois aller le chercher. Non. Sagesse du monde disponible. Transformez votre vie spirituellement, socialement, personnellement, économiquement et de toutes les autres manières. Apprenez à être riche, puissant, sophistiqué, sain et influent. Combien de personnes ont une réponse de carte de bibliothèque? 3 personnes. 95-90% ne pouvaient pas être dérangés. Guy se spécialise dans les happy hours, mais il n'a pas de carte. Et maintenant, il blâme facilement et rapidement le gouvernement
et blâme son entreprise, et blâme la politique, et blâme l'échelle des salaires. Quand s'il savait s'il rejoignait les 3%, voici mon conseil pour vous aujourd'hui. Éloignez-vous des 97%. Ne parlez pas comme ils parlent. N'agissez pas comme eux. N'allez pas là où ils vont. Ne vous spécialisez pas dans ce dans quoi ils se spécialisent. Jetez la liste des reproches. Ils s'accrochent pour vous commencer une nouvelle vie. Vous dites, eh bien, c'est aussi simple que d'obtenir une carte de bibliothèque et les 3 personnes. Et la réponse est bien sûr, bien sûr. Voilà à quel point ce genre de choses est simple. C'est si simple. C'est si simple. Ce n'est pas complexe. Vous n'avez pas besoin d'un gourou vieux de 2000 ans. Vous n'avez pas besoin d'affirmations multipistes. Je vous le dis, l'affirmation sans discipline n'est pas le début de l'illusion. Ne laissez personne vous entraîner dans une voie contraire à la nature elle-même, à moins que vous ne travailliez. Le miracle de la graine, du sol, des saisons, de Dieu et de toutes les autres choses qui sont disponibles, le soleil et la pluie, qui ne vous sont pas accessibles par affirmation. Il vous est uniquement accessible par le travail. Alors travaillez bien, d'accord, apprenez bien, disciplinez-vous bien. Je me demandais pourquoi 2 personnes pouvaient travailler pour la même entreprise et gagner 2 fois plus d'argent. Maintenant, voyez, cela me laissait perplexe et peut-être qu'ils avaient le même âge, étaient diplômés de la même école, vivaient dans la même communauté, travaillaient pour la même entreprise, avec les mêmes produits et les mêmes services. Ils ont le même trafic, les mêmes problèmes, et on gagne 1000 $ par mois. L'autre gagne 2000 par mois. Voilà ma question déroutante. Pourquoi cette longue liste serait-elle la même et l'argent 2 fois plus élevé? J'ai demandé quelle est la différence entre 1000 par mois et 2000 par mois, et je ne parle pas de 1000 par mois, n'est-ce pas? Je pourrais comprendre ça. Mais quoi? Qu'est-ce qui fait la différence? Pourquoi une personne ferait-elle 2 fois mieux? 3 fois également, économiquement parlant. Maintenant, je sais qu'il y a plus d'une façon de réussir, je le comprends. Mais dans ce petit domaine restreint qu'est l'indemnisation, quelle est la différence? Eh bien, à l'époque, avec mes idées fausses, j'essayais de raisonner. Je me suis dit, eh bien, peut-être que le temps fait une partie de la différence. Droite, certaines personnes doutent mieux parce qu'elles ont plus de temps. J'avais l'habitude de dire qu'Harold devrait être capable de bien réussir. Il a beaucoup de temps. Si j'avais tout le temps d'Harold, je pourrais bien faire maintenant. Ça doit être stupide, non? Premièrement, vous ne pouvez pas obtenir le temps de quelqu'un d'autre. Un gars m'a dit une fois, « Tu sais, si j'avais un peu plus de temps, je pourrais gagner un peu plus d'argent. » J'ai dit, « Alors oublie ça. Il n'y a pas de temps supplémentaire maintenant si vous ne pouvez pas obtenir plus de temps, ce qui est impossible. Que pourriez-vous obtenir de plus qui ferait une différence dans les résultats économiques? Et voici le mot-clé. Intégrez-le à vos notes. Nous allons y réfléchir, ce soir. Le mot a de la valeur et j'ai une petite phrase pour vos notes. La valeur fait la différence dans les résultats. La valeur fait la différence. Vous ne pouvez pas gagner plus de temps, mais vous pouvez créer plus de valeur. Maintenant, voici la première leçon d'économie. Tout le monde devrait l'apprendre dès qu'il est assez vieux pour comprendre ce que signifie $1, comment en gagner un, comment en obtenir un, comment le conserver, quoi en faire. Première leçon d'économie. Nous sommes principalement payés pour la valeur. C'est la première leçon. Apporter de la valeur au marché. C'est comme ça que vous êtes payé. Laissez-moi vous donner les 4 grandes leçons de la vie à apprendre. Voici 4 majors. C'est bien d'étudier les majors lors de notre séminaire du week-end. Nous enseignons. Certaines personnes ne réussissent pas bien parce qu'elles se spécialisent dans des domaines mineurs. Il faut être vigilant à la fin de chaque week-end de chaque mois. Vous devez vérifier. Assurez-vous de ne pas consacrer beaucoup de temps à des choses mineures. Nous passons en revue toute cette série, majeure et mineure. Maintenant, laissez-moi vous donner 2 phrases avant d'arriver aux 4 majors. Cela le configurera et vous verrez où je vais. 2 phrases clés pour vos notes. Voici la première. La vie et les affaires sont comme le changement des saisons. C'est la première phrase. La vie et les affaires. C'est comme le changement des saisons. Une des meilleures façons de décrire la vie. C'est comme les saisons. Frank Sinatra chante. La vie est comme les saisons. Maintenant, voici la deuxième phrase, très importante.
Vous ne pouvez pas changer les saisons, mais vous pouvez vous changer vous-même et voir ainsi la vie s'améliorer pour vous. Pas par hasard, mais par changement. Voici maintenant les 4 principales leçons de la vie à apprendre. J'ai terminé mon premier livre, sorti il y a quelques semaines. C'est dedans. Les 4 grandes leçons de la vie à apprendre. Les voici. Premièrement, apprenez à gérer les hivers. C'est la première leçon. Ils arrivent juste après l'automne, avec régularité. Certaines sont longues et d'autres courtes, d'autres difficiles et d'autres faciles, mais elles continuent à arriver. Il faut apprendre à gérer les nuits. Ils arrivent juste après des jours. Vous devez apprendre à gérer les difficultés. Cela vient juste après l'opportunité. Vous devez apprendre à gérer les récessions. Ils suivent toujours les progressions des 6000 derniers. Tu vois, ça ne va pas changer. La leçon que vous devez apprendre est de savoir comment gérer cela. Et il y a toutes sortes d'hivers, n'est-ce pas? L'hiver où on n'arrive pas à comprendre. L'hiver quand tout. Allez défoncer l'hiver quand il se met le ventre à l'envers. L'hiver quand ça ne marche pas, quand tu n'as plus d'argent et que tu as le cœur brisé. Vous voyez, c'est l'hiver. Il y en a de toutes sortes, des hivers économiques, des hivers sociaux, des hivers personnels. Lorsque votre cœur est brisé en 1000 morceaux et que les nuits sont inhabituellement longues, vos prières semblent ne pas monter plus haut que votre tête. C'est l'hiver. On ne peut pas se débarrasser du mois de janvier en le supprimant du calendrier. Mais voici ce que vous pouvez faire. Vous pouvez devenir plus fort, vous pouvez devenir plus sage et vous pouvez vous améliorer. Les hivers ne changeront pas, mais vous le pouvez, et c'est ainsi que la vie change pour vous. Vous voyez, avant de comprendre quand c'était l'hiver, j'avais l'habitude de souhaiter que ce soit l'été. Je ne comprenais pas quand c'était dur. J'aurais aimé que ce soit facile. Je ne savais pas. Et puis, M. Chouf m'a donné une partie de sa philosophie tout à fait unique lorsqu'il a dit « Ne souhaite pas que ce soit plus facile. J'aimerais que tu sois meilleur. » Vous voyez, cela a déclenché un changement dans ma vie. Voici la deuxième leçon. Apprenez à profiter du printemps. C'est le deuxième. Le printemps est appelé opportunité et le printemps suit l'hiver. Quel bel endroit pour cela. Si vous deviez le mettre quelque part, ce serait l'endroit idéal pour le mettre juste après l'hiver et prier. Dites à quelle fréquence le printemps suit-il l'hiver? Toujours chaque année avec régularité. 6000, on peut presque compter dessus. Vous voyez, l'opportunité vient toujours les jours, suivez les nuits. N'est-ce pas génial? Les opportunités succèdent aux difficultés, mais voici ce que vous devez apprendre à faire. Soulignez-les. 2 mots dans cette phrase clé. Profitez-en. Soulignez ces 2-là. Il faut apprendre à profiter du printemps. Tu vois, ce n'est pas parce que le printemps arrive que tu auras fière allure. Viens tomber. Tu dois en faire quelque chose. Maintenant, voici ce que vous devez faire d'autre. Profitez vite des ressorts, car il n'y en a que quelques-uns. Seule une poignée de ressorts a été remise à chacun de nous. Ils ne viennent pas éternellement. La vie est assez brève. Vous devez donc lire tous les livres sur lesquels vous pouvez mettre la main et savoir quoi faire avec vos ressorts pendant qu'ils sont là et en profiter. Ils sont bientôt épuisés. Voici la 3e grande leçon de la vie à apprendre. Apprenez à protéger vos cultures tout l'été. Tu dois prendre soin de ce que tu commences. Effectivement, dès que vous avez planté votre jardin au printemps, les insectes et les mauvaises herbes nuisibles s'en emparent. Et voici la prochaine partie de vérité. Ils le prendront à moins. Vous l'empêchez. Et c'est la 3e compétence majeure à apprendre. Vous devez apprendre à empêcher l'intrus de prendre tout le bien que vous avez commencé. C'est l'un des défis. Voici 2 phrases clés sur le chiffre 3. Premièrement, tout ce qui est bon sera attaqué sur cette planète. Peut-être pas le prochain, mais celui-ci. Tout bien sera attaqué. Chaque jardin sera envahi. Ne pas le penser est naïf. Et voici la 2e phrase. Toutes les valeurs doivent être défendues. Valeurs politiques, valeurs sociales, valeurs communautaires, valeurs familiales, valeurs matrimoniales, valeurs amicales, valeurs commerciales. Chaque jardin doit être entretenu tout l'été. 3e leçon majeure. Maintenant, voici le numéro 4. 4e grande leçon de vie à apprendre. Apprenez à récolter dans le
Tombez sans se plaindre. Apprenez à récolter. Venez récolter sans vous plaindre. Assumez l'entière responsabilité de ceux qui vous arrivent. C'est l'une des formes les plus élevées de maturité humaine. Acceptez l'entière responsabilité. C'est le jour où vous savez que vous êtes passé de l'enfance à l'âge adulte, le jour où vous acceptez pleinement. Responsabilité. Et une autre remarque, apprenez à récolter à l'automne sans excuse, sans excuse. Si vous faites bien et sans vous plaindre, si vous ne le faites pas, c'est la maturité. Vous ne pouvez rien faire pour le passé, mais vous pouvez faire beaucoup pour votre avenir. Vous n'êtes pas obligé d'être la même personne que vous étiez hier. Vous pouvez apporter des changements dans votre vie, des changements absolument surprenants en un laps de temps assez court. Vous pouvez apporter des changements que vous ne pouvez même pas concevoir. Désormais, si vous vous donnez une chance, vos capacités augmenteront. Vous avez des talents et un potentiel inexploité que vous n'avez même pas encore exploité. Et au fil du temps, vous pourrez aller de plus en plus profondément. La première chose que vous saurez, c'est que vous serez capable de faire des choses que vous n'auriez jamais cru pouvoir faire. Vous serez capable de gérer des choses que vous n'auriez jamais pensé pouvoir gérer. Vous aurez des idées que vous n'avez jamais eues auparavant. Tout cela est déclenché par le processus de définition des objectifs. Quand tu sais ce que tu veux et que tu le veux assez fort, les réponses viendront à vous. Je ne peux pas vous dire pourquoi ça marche. Tout ce que je sais, c'est que ça marche. Donnez-vous une chance de devenir tout ce que vous pouvez devenir et d'accomplir tout ce que vous pouvez accomplir. Laissez-moi vous donner une philosophie biblique qui enseigne comment obtenir tout ce que vous voulez. Voici ce que cela dit. Demandez. C'est ça. Demandez toutes les compétences importantes à acquérir dans la vie. Assurez-vous d'inclure la compétence de demander. Que signifie demander? Demander signifie que veux-tu? Et la formule complète est stupéfiante. Il est dit « Demandez et vous recevrez ». Eh, nous devrions examiner cela. L'homme dit « Oui, mais vous travaillez là où je travaille. Mais le moment où vous luttez pour rentrer chez vous, il est tard. Il faut manger un morceau. Regarde un peu la télé et va te coucher. Vous ne pouvez pas rester éveillé la moitié de la nuit et demander, demander, demander. Et ce type est en retard sur ses factures. C'est un bon travailleur, travailleur acharné, sincère, mais il faut faire mieux que travailler dur et être sincère. Toute votre vie, vous finirez fauché et embarrassé. Il faut être meilleur qu'un bon travailleur. Vous devez être un bon demandeur. Permettez-moi de vous donner quelques points clés à ce sujet. Demander et recevoir, fixer des objectifs, demander la vie. Voici une partie de la philosophie qui m'a aidé à changer. La première demande démarre le processus de réception. Demander, c'est comme appuyer sur un bouton et toute cette machinerie commence à faire fonctionner une machinerie mentale et émotionnelle. Je ne sais même pas comment ça marche, mais je sais que ça marche. Il y a beaucoup de choses dont vous n'avez pas besoin de savoir comment elles fonctionnent. Travaillez-les. Certains étudient toujours les racines, d'autres cueillent les fruits. Tout dépend de la fin dans laquelle vous souhaitez participer. Donc, demander est le début de la réception. Deuxième, la réception n'est pas le problème. Vous n'avez pas à travailler pour recevoir. C'est automatique. Alors, si la réception n'est pas le problème, quel est le problème? C'est ne pas demander. L'homme dit « Je le vois maintenant. Cette année, je me suis levé tous les jours et j'ai frappé fort, mais nulle part chez moi. Y a-t-il une liste de ce que je veux de ma vie? Pouvez-vous voir un bon travailleur, un mauvais demandeur? Troisièmement, recevoir est comme l'océan. Il y en a beaucoup, surtout dans ce pays. C'est comme un océan ici. Ici, le succès ne manque pas. Ce n'est pas rationné, de sorte que lorsque vous vous approchez de la fenêtre, tout disparaît. Non, non. Eh bien, si c'est vrai, quel est le problème? Eh bien, le problème, c'est que certaines personnes vont à l'océan avec une cuillère à café. As-tu la photo? Une cuillère à café. Ce que je vous suggère de faire compte tenu de la taille de l'océan, c'est d'échanger votre cuillère à café contre au moins un seau, et vous verrez mieux l'océan avec un seau. Les enfants ne se moqueront pas de vous.
Maintenant, voici autre chose à retenir concernant la question. Il y a deux façons de demander. On se demande avec intelligence. Il n'était pas dit de demander intelligemment, mais je suis sûr que cela signifiait cela. Ne marmonnez pas. Vous n'obtiendrez rien en marmonnant. Soyez clair, soyez précis. Demander intelligent signifie quelle hauteur, combien de temps, combien quand, quelle taille, quel modèle, quelle couleur. Décrivez ce que vous voulez. Définissez-le. N'oubliez pas que les objectifs bien définis sont comme des aimants. Mieux vous les définirez. Plus ils tirent tout fort et donnent vos objectifs, votre but, répondez aux deux questions. Qu'est-ce que je veux? C'est l'objet. Et la deuxième question, à quoi ça sert? Le but est plus fort que l'objet. Ce que vous voulez est puissant et il tirera. Mais ce pourquoi vous le voulez est plus puissant. Voici la deuxième façon de demander. Demandez avec foi. La foi est la partie enfantine. Cela signifie croire que vous pouvez obtenir ce que vous voulez, comme un enfant et non comme un adulte. De nombreux adultes sont trop sceptiques. Ils ont perdu cette merveilleuse foi et confiance enfantine. Ne laissez pas cela vous arriver. Croyez en, ayez confiance en vous et en vos objectifs et soyez excités comme un enfant. L'enthousiasme, rien ne peut le battre. Les enfants pensent qu'ils peuvent tout faire. Comme c'est excitant. Ils détestent se coucher le soir. Et j'ai hâte de me lever le matin. Développez ce genre d'enthousiasme envers votre vie et vos objectifs et soyez curieux comme un enfant. Les enfants peuvent poser 1000 questions. Juste au moment où tu penses qu'ils ont fini, ils en proposent 1000 autres. Ils vous mèneront au bord du gouffre, mais c'est vraiment une vertu. Ayez beaucoup de curiosité. Posez des questions. C'est comme ça qu'on apprend. Voici le suivant. Regardez autour de vous. Vous avez peut-être oublié certaines personnes qui doivent être reconnues. Vous avez peut-être négligé certains talents que vous pourriez utiliser pour participer à la formation et animer des réunions. Ne manquez pas certains des cadeaux qui se trouvent à proximité. Vous regardez autour de vous et vous demandez « Qui fait du bon travail et qui m'a peut-être manqué l'année dernière ?» Regardez autour de vous et voyez s'il n'y a pas des personnes qui ont besoin d'être élevées. Qui a besoin de votre inspiration? Qui a besoin de votre présence? Qui a besoin de votre temps? Voici le suivant. Regardez le travail. Regardez le sol qui est prêt à accueillir les graines d'opportunités que vous partagerez par votre voix et votre invitation, et votre langage, et vos réunions, votre présentation. Regardez le travail que vos mains peuvent faire des miracles. Regardez la tâche. Et voyez s'il n'y a pas certaines choses que vous avez peut-être manquées l'année dernière. Vous pouvez reprendre cette année et faire des miracles pour vous-même, pour votre avenir, pour votre organisation. Voici le suivant. C'est un mot d'avertissement. Faites attention à l'ennemi qui se trouve à l'extérieur ainsi qu'à l'ennemi qui se trouve à l'intérieur. Faites attention à vos propres pensées qui pourraient vous tromper en disant que vous êtes trop petit, que vous êtes trop grand, que vous êtes trop vieux, que vous ne l'avez jamais fait auparavant. Qu'est-ce qui vous fait penser que vous pouvez le faire? Maintenant, méfiez-vous de la tentation. J'ai raconté l'histoire et il vaut la peine de répéter une histoire ancienne qui disait qu'il y avait deux personnes sympathiques. Ce n'est pas l'histoire d'une mauvaise personne et d'une bonne personne. Le conteur dit, cependant, c'est l'histoire de deux personnes sympathiques et je veux que vous souligniez le mot « cependant » car c'est le drame de la vie. Cependant, l'un a construit sa maison sur le rocher et l'autre a construit sa maison sur le sable. Et bien sûr, les tempêtes sont arrivées comme elles le font toujours, et celui qui a construit sa maison sur le rocher a été sauvé. Celui qui avait construit sa maison sur le sable était perdu. Voici ce que cela signifie. Les gens gentils peuvent prendre des décisions imprudentes. Les gens gentils peuvent prendre des décisions stupides. Aucun de nous n'est au-dessus de la tentation. C'est pourquoi la grande prière dit « Conduis-nous à contourner la tentation ». Espérons qu'il nous délivre du mal tenté de franchir la ligne. Un client se présente en face de chez vous. Et c'est si facile à dire. Plutôt que d'être pris en charge par quelqu'un qui habite si loin, je peux m'occuper de vous car j'habite juste en face. N'écoutez pas la température. Restez sur la bonne voie, construisez sur le roc,
Faites attention à votre propre esprit qui vous dira que vos rêves ne peuvent pas se réaliser. Faites attention à vos propres pensées qui vous diraient que cela ne fonctionnera pas très bien pour vous. Faites attention à ça. Voici le suivant. Regardez à l'intérieur. Certains d'entre vous viennent tout juste de commencer à développer leurs talents, leurs compétences et leurs capacités. Certains d'entre vous en ont fait assez pour atteindre ce niveau, pour atteindre ces tables et être dans cette salle. Mais je vous le promets, si vous rentrez chez vous et jetez un autre coup d'œil à l'intérieur, voici la question à poser. Que pourrais-je développer d'autre? De mon esprit et de mon esprit, de mes talents et de mes capacités qui me rendraient plus précieux pour moi-même, pour ma famille, pour mon organisation. Que pourrais-je faire d'autre? Jusqu'où pourrais-je aller à l'intérieur pour trouver quelque chose que je n'ai pas encore trouvé? Voici le suivant. Regardez le Dieu qui nous a tous créés vers une puissance supérieure qui est toujours à notre portée. Tirez parti de cette partie spirituelle de l'existence humaine et de la vie humaine. Cela fera des miracles. De temps en temps, je reçois une lettre. Devinez ce que cela dit, cher monsieur Home. Pendant que vous parcourez le monde, n'oubliez pas que nous prions pour vous. Je me suis dit, waouh, c'est ce que j'ai ressenti à 39 000 pieds quand j'étais un peu lasse et fatigué. Quelqu'un en Afrique du Sud, comme dire une prière pour Jim Rohn, toutes ces choses invisibles et miraculeuses que nous touchons tous à des moments dans nos vies. Je vous demande de lever les yeux et de vous appuyer sur cette expérience, ce confort, ce caractère unique qui fait de nous ce que nous sommes. Travaillez plus dur sur vous-même que sur votre travail. Développez les compétences, apprendre les leçons, suivre les cours, absorber tout ce qui est enseigné. Pour vous, ces jours-ci, et plus tard, bien sûr, vous pouvez déterminer ce qui est précieux pour vous et comment l'affiner pour votre entreprise, pour votre vie et pour votre avenir. Mais l'essentiel est de l'obtenir et d'entamer ce processus de changement personnel, de développement personnel. Et permettez-moi de le répéter une fois de plus, si vous changez, tout changera pour vous. Vous ne serez plus jamais le même. Vous continuerez à grandir en repensant à quelques mois. Retour sur quelques années. Vous ne croirez pas les progrès que vous pouvez réaliser sur le plan économique, votre relation avec votre famille, vos amis, et si vous êtes dans le sport, l'économie ou autre. Je vous le dis, tout ce processus consistant à vous engager dans un changement personnel, une valeur personnelle peut vraiment rendre votre vie unique et intéressante. Passons maintenant au deuxième sujet sur la définition d'objectifs. Monsieur m'a donné quelques conseils pour me fixer des objectifs qui ont changé ma vie pour toujours, et je veux les partager avec vous. Parlons donc de fixer des objectifs, et je veux aussi le lier au développement personnel, et vous verrez comment je vais le faire au fur et à mesure de ma progression ici. En fixant des objectifs, nous devons jeter un regard vers l'avenir. Il y a 4 choses à considérer en termes d'attitude. La première est ce que vous ressentez à l'égard du passé. Le meilleur conseil que je puisse vous donner à ce sujet est de traiter le passé comme une école. Laissez-le vous apprendre les erreurs que vous avez commises, les choses qui n'ont pas fonctionné, celles qui n'ont pas fonctionné. N'utilisez pas le passé comme un fardeau à porter et n'utilisez pas le passé comme un club pour vous battre à mort. Les pertes passées, les échecs passés, les erreurs passées, mais que le passé soit une école difficile. Peut-être que nous avons tous traversé des choses difficiles, donc si vous vous sentez bien dans le passé, tirez-en de l'expérience et laissez-le vous apprendre. Ensuite, il s'agit de ce que vous pensez de l'avenir. Nous devons avoir un avenir bien conçu. L'avenir s'appelle la promesse. Et voici ce que nous enseignons dans notre série sur le leadership. La promesse de l'avenir peut être une force formidable pour votre propre avenir. La promesse du futur, concevoir le futur. Il existe 2 manières d'affronter l'avenir. L'un est avec appréhension et l'autre avec anticipation. Je vous le promets, lors de mes voyages à travers le monde, la plupart des gens font face à l'avenir avec appréhension, et voici pourquoi. Ils ne l'ont pas bien conçu. Ils ont en quelque sorte laissé le soin à quelqu'un d'autre de résoudre ce problème. Mais voici la meilleure façon d'affronter l'avenir avec anticipation. Et vous pouvez y participer. Vous pouvez affronter l'avenir avec anticipation si l'avenir est clair, si l'avenir est bien conçu
et j'aimerais que vous réfléchissiez avec moi à quelques réflexions qui m'ont aidé à vraiment changer mon avenir en y réfléchissant et en y réfléchissant. Et voilà, il s'agit de fixer des objectifs. C'est très simple. Premièrement, décidez ce que vous voulez. Prenez juste un peu de temps. Vous vous asseyez et dites « Qu'est-ce que je veux ? Quel genre de compétences est-ce que je souhaite ? Quel type de revenu est-ce que je souhaite pour l'avenir ? Qu'est-ce que je voudrais ? Où aimerais-je aller ? Des endroits que j'aimerais visiter, des habitudes ? J'aimerais acquérir des compétences. J'aimerais que vous preniez un peu de temps pour réfléchir à ce que vous voulez. Économie, amitié, les gens que vous aimeriez rencontrer, les endroits où vous aimeriez aller, il suffit de prendre du temps. Et puis, je suggère que lorsque vous avez réfléchi à ce que vous voulez pour l'avenir, faites une liste. Notez tout simplement. C'est vraiment un processus très simple. Et puis, voici le numéro 3. Conservez toutes les anciennes listes. Je vous le dis, cela m'a si bien servi de garder mon ancienne liste d'objectifs. Je repense maintenant, il y a 10, 20 ans, aux objectifs que j'avais établis, et je souris maintenant parce que voici ce que je pensais être si important. Vous savez, il y a 20 ans. Maintenant, certaines de ces choses ne figurent même pas sur ma liste. J'ai une nouvelle liste, j'ai grandi, j'ai changé, j'ai mûri, mais je vous donne ce conseil. Décidez de ce que vous voulez. Numéro 2, écrivez-le. Troisièmement, conservez les anciennes listes. Et puis, voici le numéro 4. Lorsque vous obtenez quelque chose qui figure sur l'une de ces listes, cochez-le. Une partie du plaisir d'avoir une liste est de la cocher, et si vous pouvez ajouter un peu de drame à la cocher, voyez que c'est ce qui aide vraiment. Je me suis fixé comme objectif d'aller en Espagne il y a de très nombreuses années, et lorsque j'ai finalement fait mon premier voyage en Espagne, j'avais avec moi ce journal qui contenait cette liste. Et pendant que j'avais mon journal sur mes genoux, en attendant que les roues atterrissent à Madrid, j'ai attendu que les roues touchent la piste, et je l'ai coché. J'ajoute juste un peu de drame. Une partie du plaisir d'avoir une liste consiste donc à la cocher. Maintenant, voici ce qui est important concernant la liste et la conception de votre avenir. Si l'avenir s'éclaircit, le prix devient plus facile car il faut se rappeler que pour chaque promesse, il y a un prix à payer. Tout le monde doit en payer le prix. Tout le monde doit faire l'affaire. Tout le monde doit faire preuve de discipline. Tout le monde doit payer. Mais voici ce que j'ai découvert. Si la promesse est claire et puissante, il est facile de payer le prix. Certains cours, le prix est de quelques livres. Le prix est quelques disciplines. Les prix, trouver quelque chose qui rendra votre vie meilleure, vous fera grandir, vous fera changer, vous fera vous développer. La première partie de la clé consiste donc à concevoir la promesse. Alors, quel est le prix à payer ? Je vous dis que le prix sera facile. N'importe qui dans mon public peut payer, peu importe où vous êtes et d'où vous venez. La couleur n'a pas d'importance. La religion n'a pas d'importance là où vous avez grandi, peu importe. Les circonstances n'ont pas d'importance. Je vous le dis, si vous faites la promesse de l'avenir, clairement pour vous-même, les choses que vous voulez, les endroits où vous voulez aller, les choses que vous voulez avoir, la personne que vous voulez devenir, les compétences que vous voulez, les maisons que vous voulez, l'avenir que vous voulez, les amis que vous voulez, toutes les valeurs de la vie que vous pourriez souhaiter. Si vous êtes clair, faites ces listes et soyez sérieux à ce sujet. Je vous promets que c'est un prix facile à payer. N'importe qui peut le payer. Et le meilleur conseil que je puisse vous donner est que si je peux le faire, vous pouvez le faire. Farm Boy de l'Idaho a soulevé une obscurité. J'ai changé ma vie, je l'ai bouleversée, j'ai tout renversé, j'ai découvert l'économie, j'ai trouvé l'avenir, j'ai trouvé la promesse. Et si je peux le faire, tu peux le faire. Alors commencez à fixer vos objectifs et voyez si vous ne pouvez pas obtenir une meilleure excitation. Pour les choses que vous souhaitez accomplir pour l'avenir, l'une des principales raisons pour lesquelles vous vous fixez des objectifs est ce qu'ils font de vous pour les atteindre. Mon professeur m'a conseillé lorsque j'ai commencé, à 25 ans. Il a dit « Jim, pourquoi ne te fixes-tu pas pour objectif de devenir millionnaire ?» Il a dit «
Ça sonne bien. Vous connaissez suffisamment de zéros pour impressionner votre comptable. » Et il a dit, « Je suis là pour vous aider. Tu n'as que 25 ans. Vous avez fait une année d'université. Vous avez une belle famille. Toutes les raisons de le faire. Pourquoi ne vous fixez-vous pas comme objectif de devenir millionnaire ?» Et il a dit, « Voici pourquoi. » Et j'ai pensé qu'il n'avait pas besoin de m'apprendre. Pourquoi ne serait-il pas agréable d'avoir $1 million? Il a dit, « Non, alors tu vas le manquer. » Il a dit, « Voici pourquoi. Pour ce que cela fera de vous pour y parvenir. » Je vous le dis, cette déclaration a changé ma vie. Fixez-vous le type d'objectifs qui vous permettront de les atteindre. Il a dit, « Désormais, une fois qu'on devient millionnaire, ce qui compte n'est pas l'argent. » Je pensais que c'était un enseignement plutôt étrange. Il a dit, honnêtement, ce n'est pas important. Il a dit, vous pourriez simplement donner l'argent. Maintenant, j'ai fait mieux que ça. J'ai tout perdu à 31 ans. J'étais millionnaire. À 33 ans, j'étais fauché. Et je vous raconterai un peu cette histoire plus tard. Mais quand j'ai perdu tout mon argent, devinez ce que j'ai découvert? Monsieur Chouf avait raison. Ce qui valait, ce n'était pas l'argent. Ce qui avait de la valeur, c'était ce que je devenais pour gagner de l'argent, les compétences que j'avais, les connaissances que j'avais sur le marché, les valeurs que j'avais pour moi, elles avaient plus de valeur que l'argent. Et voici une déclaration importante à retenir. Ce n'est pas ce que vous obtenez qui vous rend précieux, c'est ce que vous devenez. Une partie de la clé ici est donc de fixer le type d'objectifs qui feront de vous quelque chose. Ne les réglez pas trop bas pour ne pas avoir à grandir, ni à lire, ni à essayer, ni à vous étirer. Ne les fixez pas trop bas et ne les vendez pas. N'optez pas pour quelque chose qui va vous coûter votre vertu, vos valeurs ou trahir vos principes. Il existe ici un bon juste milieu pour suivre des objectifs qui vous inspireront, des objectifs qui vous aideront à grandir, à changer, à vous développer, et devenez meilleur que vous ne l'êtes. Bon, parlons maintenant de l'indépendance financière. Comment devenir riche à 35 ans? Si vous êtes très brillant, beaucoup plus tôt. Si vous trouvez une opportunité comme moi, laissez-moi vous montrer comment j'ai fait. Indépendance financière. J'aime l'expression indépendance financière. Certaines personnes sont un peu inquiètes à l'idée d'utiliser le mot « devenir riche » ou « devenir riche ». Et je peux comprendre cela. J'ai eu un peu de mal avec ça. Est-il acceptable de devenir riche? Voulez-vous devenir riche? Et c'est peut-être un mot un peu trop fort ou un terme un peu trop fort. Voici donc ce que j'ai trouvé et qui me semble confortable. Comment devenir financièrement indépendant? Je pense que c'est l'héritage de chacun ici, surtout en Amérique, de devenir financièrement indépendant. Maintenant, laissez-moi vous donner ma définition. De l'indépendance financière. L'indépendance financière est la capacité de vivre du revenu de ses propres ressources personnelles. Indépendance financière. Maintenant, cela dépend de la façon dont vous voulez vivre. Si vous en avez besoin de 2 000 $, 3 000 $ par mois, si vous en avez besoin de 4 000 $, 5 000 $ par mois, si vous en avez besoin de 10 000 $ par mois, certaines personnes peuvent avoir besoin, vous savez, de 100 000 $ par mois. Mais peu importe ce dont vous auriez besoin pour vivre, vous pourriez gagner votre vie grâce aux revenus de vos propres ressources personnelles. C'est ce que j'appelle la liberté financière. Indépendance financière. Et laissez-moi vous montrer comment l'acquérir. Si vous commencez à 15 ans. Entre 15 et 35 ans, cela fait 20 ans, et à mon avis, sur la base de mes propres études et de ma propre expérience, 20 ans à mon avis, c'est suffisamment de temps pour devenir financièrement indépendant. Si ce n'est pas le cas, vous ne vivez pas dans le mauvais pays. Ce qui s'est probablement passé, c'est que vous avez mal joué. Et il est facile d'être une personne gentille avec un mauvais plan. J'ai découvert que quand j'avais 25 ans, j'étais fauché à 25 ans et j'étais un gars sympa. Vous m'auriez aimé, mais je vous raconte mes projets. Jusque-là, c'était surtout mon plan financier qui me laissait faucher. J'ai complètement changé de situation au cours des 6 années suivantes et je suis devenu financièrement indépendant, donc je sais de quoi je parle. C'est possible dans un délai raisonnable. 15 à 35 ans, peu importe, 20 ans, assez de temps. Vous pouvez le faire dans un laps de temps beaucoup plus court, comme je l'ai fait si vous le souhaitez,
mais c'est un délai suffisamment raisonnable. Mais voici le numéro 1. Tout d'abord, il faut avoir la bonne philosophie. La philosophie est notre capacité à rassembler des connaissances, à les trier et à décider de ce qui est précieux pour développer une philosophie de la vie, une philosophie de notre santé, une philosophie sur nos relations familiales, une philosophie sur l'économie, et si vous développez la bonne philosophie, c'est ce qui aide à organiser cette vente de telle sorte qu'en 6 ans, elle vous emmène là où vous voulez aller, au lieu de se terminer comme je l'ai fait lorsque mes 6 premières années d'économie ont été brisées, sans argent, compte bancaire vide, la bonne philosophie. Maintenant, laissez-moi vous donner quelques philosophies à considérer. Voici le premier. C'est ce qu'on appelle la philosophie des pauvres. Et le voici. Les pauvres dépensent généralement leur argent et investissent ce qui reste. C'est la philosophie des pauvres. Maintenant, voici la philosophie des riches. Les riches investissent leur argent et dépensent ce qui reste. Et voici la réponse surprenante. Peu importe le montant. Le plus important n'est pas le montant. Ce qui est vraiment important, c'est la philosophie. Je vous demanderai donc d'adopter cette philosophie de dépense après avoir investi, d'investir d'abord, puis de dépenser. Et j'ai une petite formule que je vais partager avec vous maintenant. Que doit faire un enfant avec $1? Je veux dire, il y a beaucoup de débats en cours, j'en suis sûr, partout au pays, sur ce qu'un enfant devrait faire avec $1. Voici un avis. Ce n'est qu'un enfant et ce n'est qu'$1. Quelle différence cela fait-il? Eh bien, à mon avis, cela fait toute la différence dans le monde. L'avenir économique d'une personne commence avec un enfant qui possède $1. Quelqu'un dit « Oh non, on n'est jeune qu'une fois !» Laissez-le tout dépenser. Eh bien, quand espériez-vous que cela s'arrête? Quelqu'un dit « Attendez qu'il ait 50 ans et qu'il soit fauché comme moi. » Et vous savez, et puis il apprendra « Eh bien, non, nous ne voulons pas attendre aussi longtemps. Si je l'avais su avant 25 ans, j'aurais changé au lycée. Si moi, s'ils avaient eu des cours appelés Richesse 1, Richesse 2, j'aurais suivi les 2 cours. Je n'aurais pas attendu 25 ans, donc le plus tôt sera le mieux. Alors, que devrait faire un enfant avec $1? Voici le principe simple pour commencer. Ne dépensez pas tout. Et si un enfant veut dépenser tout l'argent, il doit dire « Hé, ne dépense pas tout, tu sais, ne dépense pas tout. » Ils diront « Pourquoi pas? C'est mon $, je l'ai mérité. » Vous dites « Je sais que vous l'avez mérité, mais ne dépensez pas tout. » Ils diront encore « Pourquoi pas? » Dis « Je te montre, pourquoi pas? » Alors vous les mettez dans votre voiture, vous l'emmenez de l'autre côté de la ville et vous leur montrez où vivent les gens qui dépensent tout l'argent et vous les conduisez simplement. Les enfants apprennent mieux par le visuel. Conduisez simplement et dites « Aimeriez-vous vivre ici ?» L'enfant dit non. « Aimeriez-vous vivre comme vivent ces gens ?» L'enfant dit non, non. Alors vous ne pouvez pas passer le hold-up. Ainsi, les enfants comprendront le message. Alors, vous savez, emmenez-les de l'autre côté de la ville et faites-leur visiter les lieux à moins que vous n'y viviez déjà, puis faites-leur simplement visiter les lieux. Quoi qu'il en soit, je ne dépense pas tout l'argent. Maintenant, laissez-moi vous donner ma meilleure vision de ce qu'il faut faire avec $1. Et je vous le promets, si vous avez commencé à 15 ans, maintenant, si vous avez plus de 50 ans, n'est-ce pas? Vous avez encore beaucoup de temps. Vous avez encore 20 ans. Vous savez, si vous avez 30 ans, vous avez encore 20 ans. Je veux dire, tu sais, tu as encore tout le temps pour commencer. Ce que je m'apprête à partager avec vous, que faire avec $1? Voici mon premier conseil. Ne dépensez jamais plus de 70 centimes. Ne dépensez jamais plus de 70 centimes. Maintenant, vous devez choisir un nombre, et le nombre que vous choisirez sera déterminé par votre philosophie. Cela sera déterminé par ce que vous avez appris ou par votre expérience d'enseignement vous-même. Lorsque j'ai rencontré mon professeur pour la première fois, M. Chouf, j'en étais à environ 110% de chaque $. Vous savez, je m'occupe des finances budgétaires, je vends mes meubles dans ma voiture, une fois de plus. Et puis, j'ai appris une bien meilleure formule pour l'indépendance financière. Premièrement, ne dépensez pas plus de 70 centimes. Maintenant, les enfants me disent « Eh bien, d'accord,
qu'est-ce que je fais avec les 30 cents restants et voici ce que je leur apprends. 10 centimes pour la charité. La charité ou l'église ou aider les gens qui ne peuvent pas s'en empêcher. 10 centimes pour soutenir des projets qui en valent la peine. Des projets dans lesquels vous vous sentez bien. 10 centimes sur chaque dollar. Cela s'appelle être généreux avec une partie de ceux que l'on a retirés à la société. Or, à mon avis, rien ne nous apprend mieux le caractère que la générosité. Aucun cours, aucun professeur, aucun livre n'enseigne. La générosité enseigne mieux le caractère que la générosité. Et le meilleur moment pour commencer est lorsque les montants sont faibles. Et je sais que si les enfants apprennent bien ces leçons, ils donneront 1 centime pour 1 dollar. Aide. Les gens qui ne peuvent pas s'empêcher de soutenir des projets valables, ou si vous appartenez à une église à laquelle ils enseignent la paix de la dîme, c'est très important maintenant parce que lorsque les montants augmentent, c'est parfois un peu plus difficile. Vous savez, en donnant 100 000 sur 1 million, quelqu'un dit « Oh, si j'avais 1 million, j'en donnerais 100 000. » Je ne suis pas sûr. C'est beaucoup d'argent. Il est donc temps de commencer lorsque les montants sont faibles. Tant 100 par dollar. D'accord, prochain tant 100. J'appelle le capital actif. Le capital actif signifie faire quelque chose pour réaliser un profit. Le capital actif met de côté une partie de vos revenus. Les salaires, c'est bien, mais je vous le dis, les salaires vous feront gagner votre vie. Les bénéfices vous feront fortune. Mettez donc de côté une partie de vos revenus, comme capital appelé capital actif. N'importe quel type de projet auquel vous pouvez penser, vous pouvez éventuellement le réaliser. Je vais écrire un nouveau livre. Je pense pour les enfants. Je pense que le titre sera, bien sûr, « Les enfants devraient payer des impôts ». C'est un titre plutôt intéressant. En Californie, les enfants paient des impôts. Lorsqu'un enfant entre dans cette heure et achète quelque chose qui coûte 1 dollar, le propriétaire dit « Donnez-moi 7 centimes de plus ». Et l'enfant dit « Hé, à quoi servent ces 7 centimes ?» Et le propriétaire dit « Ce sont les taxes ». Le gamin dit « Eh bien, je n'ai que 8 ans ». Le propriétaire dit « Félicitations, vous êtes mon plus jeune contribuable. Donnez-moi l'argent ». Ainsi, en Californie, où je vis, les enfants paient des impôts. La grande question est de savoir s'ils le devraient, et mon livre répondra à cette question. Bien entendu, les enfants devraient payer des impôts. Rien n'est gratuit. Si vous voulez faire du vélo sur le trottoir plutôt que dans la boue, tu dois payer les 7 centimes. Rien n'est gratuit. Nous devons donc tous payer. Donc 10 centimes de votre subsistance, de l'argent que vous gagnez mis de côté pour le capital. Capital pour faire de votre mieux pour afficher un profit. Et dans mes livres, il y aura toutes sortes de façons pour les enfants de gagner de l'argent, n'est-ce pas? 2 vélos, 1 à rouler et 1 à louer. Je veux dire, vous savez, il ne faut pas longtemps pour trouver une entreprise qui commencera à faire des bénéfices. Alors vous devez noter cela si vous prenez des notes. Les profits valent mieux que les salaires. Premièrement, vous ne pouvez généralement pas commencer à gagner un salaire avant l'âge de 16, 15 ou 16 ans, mais vous pouvez réaliser des bénéfices bien avant d'être éligible pour commencer à gagner un salaire, et il n'y a alors aucune limite aux bénéfices, et ils peuvent doubler, tripler et quadrupler. Vous savez, il n'y a pas de limite. C'est incroyable à quelle vitesse les profits peuvent croître. Les profits valent donc mieux que les salaires. Les salaires vous font vivre, les bénéfices vous font une fortune. Aujourd'hui, les 10 troisièmes centimes sont d'une importance vitale. J'appelle cela du capital passif. Capital. Vous laissez quelqu'un d'autre l'utiliser. Une institution financière, des actions et des obligations, des fonds communs de placement, peu importe, laisse quelqu'un d'autre les utiliser. Vous fournissez l'argent. Il l'utilise pour réaliser un profit, mais il vous paie pour l'utiliser, appelé intérêt. Et voici l'une des choses qui vous rendront financièrement indépendant assez rapidement, c'est ce qu'on appelle les intérêts composés. Et c'est ainsi que vous l'obtenez. Laissez quelqu'un d'autre utiliser une partie de votre argent, votre substance. Il montre le profit, il vous paie des intérêts. Et ce capital passif, je vous le dis, sur une période de temps soutenue, si vous développez ces petits 10, 10, 10 et 70, surtout à partir de 15 ans, je vous le dis, à 35 ans, vous serez financièrement indépendant.
vous aurez la possibilité de vivre des revenus de vos propres ressources. Et puis encore un point sur le capital passif, il y a une philosophie biblique. Je suis un amateur de la Bible. Mais il existe une philosophie biblique qui enseigne que l'emprunteur est le serviteur du prêteur, et que si vous voulez occuper une position de pouvoir en vieillissant, enfin, lorsque vous deviendrez mature et que vous aurez peut-être votre propre entreprise, les choses fonctionneront pour vous pour l'avenir. La position dans laquelle vous voulez toujours être est la position de pouvoir, et c'est ce qu'on appelle le prêteur. Le prêteur est la position de pouvoir. Donc, si les enfants apprennent assez tôt et que vous leur demandez ce qu'ils aimeraient faire quand ils seront grands, je vous le dis, une fois qu'ils auront compris, ils diront « Eh bien, l'une des choses que je veux être est l'un de CS prêteurs. » C'est la position de pouvoir, pas celle qui dépense. Non, on aura pitié de vous pour le reste de votre vie si vous devenez simplement un dépensier. Vous devez devenir prêteur, et je pense que c'est la seule formule à suivre 10 centimes sur chaque dollar. Laissez quelqu'un d'autre l'utiliser. Soyez le prêteur en position de force, puis essayez de réaliser un profit. Ne pouvons-nous pas apprendre à nos enfants comment prendre $1, fouiller le quartier, trouver un chariot cassé, payer $1 pour cela, le ramener à la maison, vous savez, le nettoyer, le poncer jusqu'à ce qu'il soit propre, le peindre en rouge jusqu'à ce qu'il brille, redresser les roues jusqu'à ce qu'elles soient vraies. Rapportez-le au quartier, vendez-le pour $5. N'importe qui peut faire ça. Maintenant, l'enfant mérite-t-il $4 de profit? Et la réponse est oui. La société a désormais modifié son wagon, et c'est la raison d'être de l'Amérique. Trouver quelque chose, le toucher, l'améliorer, faire du profit, prendre une partie de ses ressources, aider les gens qui ne peuvent pas s'en empêcher. Laisser quelqu'un d'autre l'utiliser pour réaliser un profit. Certains projets nécessitent plus de capital qu'une personne n'en a, et laissez-la ensuite vous rémunérer pour son utilisation. L'Amérique a cette philosophie. Pendant toutes ces années, le communisme a enseigné. Le capital appartient à l'État et non au peuple. Nous avons enseigné toutes ces années. Le capital appartient aux mains du peuple, pas aux mains de l'État, et nous nous sommes révélés avoir raison. Le capital entre les mains des enfants, le capital entre les mains du peuple, les entreprises qui font des bénéfices, les entreprises qui grandissent, c'est l'espoir de notre avenir. J'espère que cette petite formule simple vous aidera. Maintenant, une autre clé de l'indépendance financière, c'est l'attitude. L'attitude. Voici le numéro 1. J'avais l'habitude de dire que je détestais payer mes factures. Mon professeur m'a mis d'accord là-dessus. Il a dit « Voyons voir, monsieur Ohan, ce que vous détestez faire, c'est payer $100 sur un compte, réduire votre passif et augmenter vos actifs. » J'ai dit « Eh bien, non, pas si vous voyez les choses de cette façon. » Il a dit « Eh bien, tout dépend de la façon dont vous voyez les choses. Alors n'aimeriez-vous pas payer vos factures, réduire vos dettes, augmenter vos actifs? Tu dois avoir ce genre d'attitude. » J'ai découvert la même attitude à l'égard des impôts. Je disais que je déteste payer mes impôts. Et M. Chauve a dit « Eh bien, c'est une façon de vivre, mais ne comprenez-vous pas que les impôts sont la façon dont nous prenons soin et nourrissons la poule aux œufs d'or? Ne voudriez-vous pas faire votre part? » Quelqu'un dit oui, mais loi mange trop. C'est probablement vrai, mais bon, nous mangeons tous trop. Nous avons tous besoin de mieux suivre un régime, une grosse oie que pas d'oie. Je suis donc finalement devenu un contribuable heureux. Maintenant, je pense que les impôts sont trop élevés. Je travaille donc à faire baisser les impôts pour notre avenir économique. Mais quoi qu'il en soit, je paie volontiers et je fais ma part. Parce que c'est ce qui fait fonctionner tout le système, chacun de nous faisant sa part. Maintenant, je veux que ces 3 sujets soient précieux pour vous. Je veux qu'ils aient un sens pour toi. Je veux qu'un jour tu sois financièrement indépendant. Je veux que tu aies le développement personnel pour que tu te sentes bien dans ta peau. Si j'avais la chance de vous rencontrer un jour, j'aimerais que vous me montriez la liste des objectifs que vous vous êtes fixés et que vous me disiez « Monsieur Drone, en voici quelques-uns que j'ai déjà cochés. Voici les livres que je lis. Voici ce qui s'est passé. Je développe les compétences. Je suis meilleur cette année que l'année dernière.
J'ai plus confiance en moi. Mes compétences se développent. C'est ce que je veux pour toi. Et maintenant, j'aimerais vous laisser avec ces 4 questions. J'ai posé des questions pour réfléchir. Ces questions étaient précieuses pour moi et je veux qu'elles soient utiles pour vous. Voici le premier. Pourquoi nous nous demandons tous pourquoi nous devrions travailler si dur? Pourquoi suivre autant de cours? Pourquoi aller à l'école pendant autant d'années? Tu sais, pourquoi? Prenez les notes. Pourquoi lire les livres? Pourquoi travailler si dur? Pourquoi se soumettre aux pompes et aux disciplines? Pourquoi? Bonne question. Pourquoi? La meilleure réponse à pourquoi je pense est la deuxième question. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Vous voyez combien de livres vous pouvez lire? Combien de cours pouvez-vous suivre? Combien de compétences pouvez-vous développer? Pourquoi ne pas voir à quel point vous pouvez devenir précieux sur le marché, auprès de vos amis et de votre famille? Pourquoi ne pas voir ce que vous pouvez faire de vous-même? Pourquoi ne pas voir jusqu'où vous pouvez aller? Combien vous pouvez voir? Combien vous pouvez gagner? Combien vous pouvez partager? Pourquoi pas? C'est l'héritage que nous possédons tous en Amérique en particulier. Voir ce que nous pouvons faire de nos vies maintenant que cette opportunité extraordinaire nous est offerte. Maintenant, ma troisième question. J'aimerais vous la poser en personne, mais comme je ne peux pas le faire en personne, je veux la poser à vous tous. Mais je veux que vous la preniez personnellement et ma troisième question est « Pourquoi pas vous? Pourquoi pas toi ?» Avec une bonne estime de soi, pourquoi ne pas commencer à changer en vous fixant des objectifs? Pourquoi ne pas commencer à progresser vers l'indépendance financière? Si je peux le faire, tu peux le faire. J'aurais aimé avoir ici aujourd'hui beaucoup plus de témoignages que le mien, tout un flux constant qui viendrait vous raconter leur histoire. Quelqu'un qui a commencé avec rien, dirigé enfin une grande entreprise, une mère qui vivait de l'aide sociale. Elle possède désormais sa propre entreprise. En plus de mon histoire, j'aurais aimé en avoir beaucoup plus. Et s'ils racontaient toute leur histoire, devinez comment ils termineraient probablement leur histoire. Ils diraient probablement, tout comme moi. Pourquoi pas toi? Si nous pouvons lire, vous pouvez lire. Si nous pouvons changer, vous pouvez changer. Si nous pouvons le comprendre, vous pouvez le comprendre. Si nous pouvons renverser la situation, vous pouvez la renverser. Il n'y a rien que vous ne puissiez accomplir. C'est ce que diraient ces témoignages. Et donc je veux vous le dire personnellement. Pourquoi pas vous? Vous avez le cerveau. Vous l'avez. L'endurance. Vous avez la vitalité. Vous avez l'intérêt. Vous avez la vie devant vous. Vous avez l'avenir. Vous pouvez le faire. Si quelqu'un peut le faire, vous pouvez le faire. Si l'un de nous peut le faire, nous pouvons tous le faire. Et maintenant, voici ma dernière question. Pourquoi pas? Maintenant, c'est le bon moment pour fixer vos objectifs, travailler sur vous-même, travailler vos compétences. Quel bon moment pour se retrouver. Quel bon moment pour démarrer ce processus. Développement personnel, grandir, changer, se développer, avoir un bon plan pour son argent, pour sa vie et pour son avenir. Pourquoi pas maintenant?